Salut Brice, comment vas-tu? Hello Arnaud, bah écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Super, bah écoute, avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Du coup, pour le début, ce que je fais à chaque fois, bah du coup, présente-toi pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Je pense qu'il y en a encore quelques-unes. Alors, je suis freelance depuis 4 ans. Je fais du content marketing et du copywriting. Donc, en gros, j'écris pour les marques et je les aide à créer du contenu au travers de la stratégie. Différents types de contenus. Donc, ça va des contenus qui sont à vocation commerciale, donc plus le copywriting, des emails, des landing pages, des profils LinkedIn, des choses un peu atypiques parfois. Et des contenus plus informationnels à valeur ajoutée, rédaction d'articles de blog, avec l'objectif SEO aussi de référencement sur les moteurs de recherche. Ok. Des posts LinkedIn aussi parfois, des scripts de vidéo, des choses également atypiques dans l'autre sens du coup. Mais voilà, j'écris pas mal. Je travaille surtout avec des relativement petites entreprises, donc des indépendants, des agences, des TPE-PME parfois, et pas mal de startups. Donc moi, j'aime bien être en contact direct avec soit le CEO, le fondateur, euh, soit quelqu'un qui connaît bien le sujet. Comme ça nous permet de faire les choses plus concrètes. Mais par contre, quand il y a trop de process, voilà, là, ça m'intéresse un peu moins. Et quand ça prend trop de temps, qu'il y a trop d'interlocuteurs, et qu'au final, on ne sait pas exactement ce que ça donne, ce qu'on fait, on perd un peu l'aspect concret. Et voilà, c'est pour ça que je ne travaille pas forcément avec des grands groupes. Et aujourd'hui, je choisis de plus en plus mes clients en fonction de leur impact sociétal, environnemental. Donc, en fonction de est-ce qu'ils font avancer les choses, la société, en fait, en général, dans le bon sens, ou est-ce que c'est juste un énième service, produit pour faire du profit même si au final ça sert pas à grand chose. Ça, c'est un critère qui est de plus en plus important pour moi. Et voilà. Et à côté de ça, du coup, à côté de mon activité freelance, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Le Point Résistance écologique, où je parle de sujets liés à l'environnement, au climat, aux solutions face à toutes ces crises. Où je reçois des personnes qui s'y connaissent mieux que moi dans chacun de ces sujets-là. Euh, et puis voilà, je communique beaucoup sur LinkedIn, j'ai une newsletter, j'essaie de me rendre présent, de me rendre visible partout pour ne jamais avoir besoin d'aller chercher de clients, mais pour que eux-mêmes me trouvent, qui me trouvent par eux-mêmes, je veux dire. Et puis voilà, faire grandir ma petite réputation, ma petite notoriété pour qu'on vienne me chercher plutôt que l'inverse, quoi, tout simplement. Ok, top. Ouais, c'est vrai que du coup, tu as abordé plusieurs points que je voulais aborder par la suite, mais du coup, on y reviendra. Top. Et du coup, par rapport au podcast, parce que c'est vrai que j'avais vu que tu en avais sorti un, ça fait combien de temps que tu l'as sorti? Alors, j'ai lancé le projet en octobre 2020. J'ai fait d'abord 15 épisodes solo Ok. où j'étais seul derrière mon micro, je préparais mon épisode et après, je parlais de sujets, par exemple, euh, les bonnes nouvelles liées à l'environnement, à l'écologie. Donc, j'avais fait tout un épisode sur ce sujet-là. Ou alors les grandes menaces du siècle, où là, je prenais tout ce sujet, j'écrivais, donc je préparais mon script, et après, j'intégrais dans le podcast des extraits audio d'intervenants que je pouvais trouver sur Internet, sur YouTube par exemple, euh, histoire d'avoir ma voix, mais aussi d'autres voix, et d'avoir un discours assez intéressant, de manière pédagogique, pour expliquer des concepts, des choses comme ça. Et là, depuis février, j'ai amorcé la saison 2 du coup, où là, on a 15 épisodes avec des invités, avec à chaque fois un sujet complètement différent, une personne complètement différente. Et du coup, c'est une sorte d'interview, mais c'est plus une discussion au final où on parle de sujets. Pareil, à chaque fois, on prend un vaste sujet. J'ai enregistré encore tout à l'heure un épisode avec la créatrice d'un média engagé euh, sur l'écologie et sur la consommation responsable. Et du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle choisissait l'information, comment elle triait entre le greenwashing, les fake news et les vraies infos factuelles et scientifiques. Euh, Pourquoi est-ce que pour elle, l'information, c'était la clé dans la lutte écologiste, par exemple. Et voilà. Et du coup, tout ça, tout ce podcast n'a pas forcément un lien direct avec mon activité freelance, mais d'une certaine manière, ça permet quand même de me positionner et d'afficher certaines valeurs, certains engagements. Ouais, bien sûr. Et j'ai même des clients parfois qui m'approchent en me disant qu'ils apprécient ces aspects-là. Euh, et que voilà, comme ça m'ouvre quand même des portes au niveau business, même si le but premier n'est pas du tout business, mais plutôt de faire ma part, de sensibiliser, d'informer et d'utiliser mes compétences en fait de communicant, puisque c'est ça que je fais
au quotidien depuis quelques années maintenant, pour une cause qui me dépasse, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, bah après, c'est comme tu dis exactement. Je pense que tu l'as dit toi-même, ça fait 4 ans que tu t'es lancé. Donc, effectivement, j'imagine qu'au début, un peu comme tout le monde, tu te permets pas forcément de trier les clients. Mais maintenant que tu commences à en vivre confortablement, je pense, tu peux te permettre plus facilement de trier tes clients. Et en fait, ce podcast, il te permet justement d'attirer encore plus facilement ton client idéal, je pense. Exact. Ok, du coup, bon, là, on a un peu ton parcours, on va dire, entrepreneurial, ce que tu fais. Euh, Ton parcours scolaire, ça a donné quoi avant ça? Alors, gros parcours scolaire quand même si au final, tout n'a pas forcément payé par la suite. Mais j'ai fait un DUT Tech Deco Ok, après le bac. ouais, Donc c'était à l'époque où je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire des études courtes et voilà, je trouvais que le commercial, ça avait l'air pas trop mal. Dans ces études-là, j'ai découvert tout ce qui était marketing, communication et je me suis un peu passionné pour ça à cette époque-là. Après, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai tenté un IAE, ça a pas ils voulaient pas de moi. Ils voulaient pas que je tente l'IAE malheureusement. Du coup, j'ai pris un an pour bosser, mettre des sous de côté, préparer les concours des grandes écoles de commerce parce qu'entre temps, j'ai découvert ce que c'était et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc une petite année de césure un peu, comment dire? Un peu spontanée pour préparer tout ça. Après, j'ai intégré Montpellier Business School, donc qui est une des grandes écoles en France, mais qui a surtout un axe assez prononcé sur l'engagement, justement. Ils appellent pas ça comme ça, mais ils appellent ça plutôt responsabilité, diversité, euh, tous ces aspects-là à la fois sociaux et environnementaux, donc qui sont assez portés sur la RSE, sur l'inclusion, sur euh, d'avoir un maximum d'élèves boursiers, alors que dans l'enseignement supérieur, enfin surtout les écoles de commerce en ouais, général, c'est l'inverse, on se vante pas trop d'avoir des boursiers à HEC, quoi. effectivement. Et voilà, donc c'était une école avec laquelle j'étais assez en phase, donc assez intéressant, même si évidemment ça reste une école de commerce, techniquement on n'apprend pas énormément de pratiques, mais bon, tu rencontres des gens vraiment de tous horizons, enfin de tous horizons peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de gens assez intéressants. Tu as beaucoup de projets, d'immersion, une année à l'étranger, donc ça c'est pas mal, une année d'études en fait que j'ai faite à Newcastle en Angleterre. Et après une année de césure obligatoire, mais que j'aurais faite de toute façon, où là j'ai fait 6 mois de stage en tant que recruteur à Paris, et 6 mois où j'ai pu tester le freelancing pour la première fois à temps plein. Donc j'étais déjà freelance en fait depuis la fin de ma L3, enfin non, la fin de mon M1 plutôt. Ok, Et donc j'ai eu pendant l'année de césure, juste avant le M2, 6 mois pour vraiment tester à temps plein le freelancing. Donc ça c'est pas mal quand même de pouvoir un peu faire ce que tu veux dans ta deuxième partie d'année de césure. Donc voilà, ça m'a un peu conforté dans l'idée que le freelancing pouvait être une option pour la suite, mais ça je vais y venir. Et du coup, dernière année en alternance. Donc, je me suis spécialisé en marketing digital, plus précisément sur, alors je ne sais plus exactement l'intitulé, mais c'était la présence digitale et communication online. Euh, et j'ai fait une alternance à Lille, encore dans une startup, où là j'avais un rôle assez proche de ce qu'on pourrait appeler un responsable de la communication, où en gros j'avais, enfin, responsable communication et business développement même, parce que je devais aller chercher des clients, mais je créais aussi des contenus, je cherchais les meilleurs moyens en fait de faire connaître l'offre et d'aller chercher les clients, quoi. Donc il y avait vraiment assez de possibilités. ok, Euh, et après, dès que ça s'est terminé, directement lancement en freelancing. Et vu que j'avais déjà 2 ans, presque 2 ans d'expérience dans ce domaine-là, que j'avais, en tout, ça m'a quand même fait 7 ans d'études. J'avais aussi une bonne connaissance en marketing, etc. Euh, et du coup, depuis plus de 2 ans maintenant, ça roule en freelance et ça, je pense que ça va encore continuer, même si j'aimerais peut-être développer d'autres projets par la suite. Mais pour l'instant, ça va. J'arrive de plus en plus, en tout cas, de mieux en mieux à me satisfaire de ce que j'ai. ok, top. Et du coup, donc tu as dit que tu avais commencé effectivement pendant tes études, mais qu'est-ce qui te dérangeait justement par rapport à travailler en tant que salarié en start-up et la différence avec le freelancing justement, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Tellement de choses. En fait, c'est tellement différent. Moi, en fait, j'ai dû faire
5 stages, une alternance, un CDI et un peu d'intérim l'été. Donc en gros, j'ai testé un peu tous les contrats. C'était à chaque fois temporaire. Mais dans tous les cas, moi, je voyais ça comme temporaire quand j'y étais. Tu vois, je me suis jamais dit, ce serait sympa quand même que quand j'ai fini mes études, je revienne dans cette boîte. Tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. j'ai jamais eu ce déclic-là. À chaque fois, je me disais, bon, C'est une expérience, quoi. voilà, je suis obligé de passer par là. Ça me plaît pas trop, mais je verrai ce que je fais ensuite. Et au final, je me suis jamais senti vraiment à l'aise dans l'entreprise pour plein de raisons, hein. Parfois, j'étais tout simplement pas dans le bon job. Quand tu es assistant commercial et que tu te rends vite compte que la prospection, c'est pas pour toi, c'est compliqué. Ouais, c'est Euh, clair. mais bon, faut quand même finir. Et après, il y a un peu tout ce qui est rapport à l'autorité, à la hiérarchie, où au final, quand ton boss te donne un ordre que tu n'es pas forcément d'accord et que tu essaies de discuter et qu'on te dit, bah, en fait, tu fais ce que je te dis, c'est assez dur, tu vois, parce que moi, j'aime bien comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais. Et en fait, tu as l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu cette impression-là, que parfois, même ton boss, il sait pas exactement pourquoi il faut faire ça, c'est juste que, en général, on fait ça comme ça. Euh, et c'est tout, quoi, tu vois. Du coup, faire des trucs sans savoir pourquoi, mener des actions sans avoir vraiment t'as la finalité, tu vois. Quand tu es recruteur, la finalité, c'est de recruter. Mais entre-temps, tu as plein d'actions où, enfin, moi, je trouvais qu'il y avait des moyens plus efficaces que d'autres pour arriver à mes fins. Mais il fallait quand même que je dise chaque semaine que j'avais appelé tant de candidats, que j'avais scrollé tant de CV. Voilà, donc au final, j'avais un peu de mal avec ça. Euh, et puis, un peu l'aspect liberté, même si c'était un bien grand mot, mais liberté au sens large, tu vois, le fait de me lever quand je veux et de ne plus avoir à me lever à 6h30 du mat, le fait de bosser, si j'ai un peu la flemme, de bosser très peu, voire même pas du tout une journée, mais par exemple, plus bosser la journée d'après ou le week-end d'après. Je préfère avoir cette liberté-là plutôt que de me forcer à bosser pour produire un truc qui sera pas quali, juste parce que c'est les horaires, c'est comme ça, et tu bosses pas le week-end, t'as pas le droit. Par contre, il faut que tu bosses du lundi au vendredi jusqu'à 18h, quoi. Donc, un peu tous les aspects classiques. Mais bon, et au-delà de ça aussi, peut-être le fait qu'en entreprise, tu es quand même bridé au niveau de tes revenus, au niveau de ton évolution, alors que quand tu es indépendant, entrepreneur, euh, bah, sans forcément rentrer dans le cliché de les seules limites sont celles que tu te fixes, tu es quand même plus libre et tu peux trouver des moyens de bosser plus vite et de finir un projet plus vite tout en faisant en sorte que tout le monde soit content, notamment en travaillant uniquement quand tu es hyper inspiré, hyper en forme. Et du coup, tu peux gagner beaucoup plus qu'en étant salarié. Enfin, il y a plein de techniques comme ça qui rentrent dans le slow freelancing. Mais ça, j'imagine qu'on va y venir. Ouais, exactement. Du coup, c'est ce que je voulais aborder directement par la suite. Du coup, donc, ouais, comme je disais, moi, je suis tombé sur ton article qui aborde ce sujet-là. Bah, je te laisse, on va dire, la liberté de nous en parler, de nous expliquer un peu déjà ce que c'est et surtout comment toi tu le vois, comment tu l'abordes et comment tu le mets en place tout simplement dans ton propre quotidien, en fait. Yes. Du coup, le slow freelancing, en fait, on va dire, c'est un concept, c'est un mode de travail que j'ai développé au fur et à mesure de mon activité. J'ai à peine mis un mot dessus il y a quelques mois, enfin presque un an, je pense. Mais il y a beaucoup de freelances, beaucoup d'indépendants qui vivent déjà de cette manière-là leur activité. Et plutôt que de me dire un jour, tiens, je vais développer un concept et je vais tester un nouveau mode de travail, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est que j'avais une manière de travailler qui, à mon sens, rentrait pas dans les cases habituelles de quand tu es indépendant, il faut bosser 60 heures par semaine, il faut prospecter, il faut toujours développer son activité, etc. Il faut créer de nouvelles offres, il faut se spécialiser toujours plus, etc. Donc ça, je me reconnaissais pas forcément là-dedans. Et du coup, j'ai essayé, plutôt que ce que je disais, donc j'ai essayé justement de mettre des mots sur ma manière de travailler. Et c'est là que j'ai trouvé le concept de slow freelancing. Donc ça s'assimile un peu à tout ce qui est slow life, slowpreneur, slow food. Ça dépend de. Voilà, il y a un peu de slow de tout ce qui t'intéresse. Mais c'est un peu un contre-pied à l'accélération permanente de tout ce qu'on voit au travers de t'as la transformation digitale qui fait que tout va de plus en plus vite au niveau technologique. Tu as la transformation euh, même tu vois, des tendances, des modes, que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso.
ou général, où tout va de plus en plus vite, les modes durent de moins en moins longtemps, les collections Zara sont de plus en plus rapides, pour prendre un exemple très, très pratique. Mais au final, tu vois, aujourd'hui, tu regardes des tendances d'il y a quelques années, type, Harlem Shake, tu vois, c'était des tendances qui ont duré 3 semaines. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, une tendance, ça durait plusieurs années, tu vois. C'est un peu pour illustrer le truc, mais du coup, le slow, c'est vraiment prendre son temps, prendre du recul sur tout ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, le slow freelancing, c'est prendre conscience de ta liberté en tant qu'indépendant et de te dire que, alors déjà, si tu n'as pas envie de bosser 50 heures par semaine, c'est que t'es pas fait pour ça, quoi, tu pas obligé. Du coup, il faut que tu trouves un moyen pour bien gagner ta vie, pour remplir tes objectifs, quels qu'ils soient, sans avoir besoin de te surpasser tout le temps et de toujours donner plus et de fatiguer jusqu'au burn-out, quoi. Donc ça se concrétise par plein de petites actions, de petites choses du quotidien, en fait. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est, par exemple, ne travailler que quand tu as vraiment envie et que tu as vraiment, la motivation, que tu es vraiment en forme, en fait, pour travailler. Alors évidemment, parfois, tu as des livrables à rendre pour la semaine prochaine. Il faut s'y mettre cette semaine. C'est comme ça, il y a pas de choix. Mais du coup, dans la semaine, peut-être que c'est pas entre 9 heures et 17 heures que tu seras le plus productif. Hem, Peut-être que tiens, demain, j'aurai envie de me lever à 7 heures et peut-être que c'est là que je serai plus productif ou à l'inverse, peut-être que demain, je vais me lever, je vais pas du tout être en forme, et par contre à 18 heures, là, je vais avoir un moment où je vais me dire: «Tiens, là, je suis chaud», donc je m'y mets. Et ça marche pareil avec le week-end, avec le soir, avec plein de choses comme ça. Donc au final, il faut vraiment être à l'écoute de soi et en fonction de son mode de vie aussi. Sûr, quand on a une famille, des enfants, là c'est différent. Il faut faire entrer toutes ces variables-là dans ton agenda. Mais en tout cas, vraiment être à l'écoute de soi et de son rythme biologique. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a comme exemple concret? Il y a par exemple le fait d'avoir des principes et de pas les outrepasser, parce que sinon là, tu risques de ne plus pouvoir respecter ce mode de vie slow. C'est par exemple si tu commences à te brader parce que tu te dis, ouais, sur le mois prochain, je ne sais pas exactement quel client j'aurai, donc je vais accepter de diviser mon tarif par deux si on me propose un truc. Ça, le risque, en fait, c'est que ça peut marcher une fois, mais quand tu tombes là-dedans, tu vas accepter de plus en plus de projets mal payés. Le client qui t'a mal payé va te recommander auprès de d'autres clients qui vont te proposer le même tarif. Et du coup, tu te retrouves plus qu'avec des clients qui vont te payer la moitié de ce que tu veux, quoi. Et ça, quand on veut travailler moins pour gagner autant, voire plus, c'est pas forcément le meilleur choix. Ouais, c'est clair, clairement, Donc, clairement. donc voilà. Et après, il y a aussi quelques grands clichés que j'essaie de démonter autour du slow. C'est, par exemple, quand on est débutant, on peut pas être en mode slow freelancing parce qu'on n'a pas le réseau, on n'a pas la réputation, on n'a pas le bouche à oreille, etc. C'est en partie vrai, dans le sens où c'est plus dur, mais c'est pas forcément une évidence parce qu'on peut très bien commencer en étant freelance et se dire qu'on veut dès le départ établir ces règles-là, euh, et travailler moins mais en étant plus efficace parce qu'on travaille quand on le peut, quand on le veut, etc. Autre cliché qui revient souvent, c'est que ça voudrait dire gagner moins, de travailler moins. Sauf que ça, c'est dans une logique, enfin, De salarié, je dirais, je pense. par exemple. Mais c'est une logique qui s'applique pas forcément parce qu'on peut toujours sur ce rapport d'efficacité, on peut travailler moins mais gagner plus parce qu'on travaille plus vite, parce qu'on travaille mieux, parce qu'on choisit des meilleurs projets, parce qu'on se positionne aussi de manière plus premium. Euh, on peut très bien, par exemple, moi je rédige des articles, c'est ce que je faisais au départ le plus. Aujourd'hui, je le fais encore un peu, mais au départ, je faisais que ça. Tu vois, dans les rédacteurs web, tu as les rédacteurs web qui se positionnent clairement comme premium, ils sont identifiés comme ça, tu vois, sur leur site, sur leur LinkedIn, ça se voit qu'ils ne vont pas facturer 5 centimes du mot, 50 euros l'article. Mais à l'inverse, tu as ceux qui sont vraiment différemment positionnés. C'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, ils se disent que s'ils acceptent un peu tous les projets, qui se spécialisent sur aucun secteur et qu'ils n'ont pas de tarifs très élevés, ils vont avoir plus de clients et ça va mieux marcher. Alors qu'au final, c'est pas forcément ce qui se passe. Euh, et du coup, c'est même encore plus risqué, justement, parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et l'image, en fait, joue beaucoup. Tu as plus de chances d'avoir des clients en étant un peu premium positionné,
premium et en négociant un peu le tarif avec les clients qui t'approchent, parce qu'il y en a plus qui vont t'approcher, qu'en étant positionné un peu cheap, où là, on va risquer à la fois de te proposer des tarifs plus bas et on va tout simplement moins t'approcher parce que l'image donne moins envie, quoi. Donc il y a des principes comme ça qui sont assez généraux dans le freelancing, mais qui permettent de vraiment tenter en tout cas le slow freelancing. Hem et voilà, il y a plein de principes comme ça. En tout cas, je les détaille dans un article, sur mon blog, qui a réussi à se placer premier. Bon, en même temps, c'est une requête qui est pas très concurrentielle, pour l'instant en tout cas, slow freelancing. Mais en tapant ça sur Google, aujourd'hui, je suis premier. Pour combien de temps, je ne sais pas. Et j'ai un replay aussi d'une intervention, que j'ai faite il y a pas très longtemps qui sera peut-être sorti au moment où cette interview sort, mais en tout cas, voilà, si ça existe, le lien existe et il sera, à disposition. Sinon, c'est que ça va arriver bientôt. Ok, ça marche, top. Du coup, un truc intéressant que tu as dit, c'est que justement, même si on est débutant dans le freelancing, ça n'empêche pas de se positionner là-dedans. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que toi, tu as commencé comme ça ou pas? Alors, en fait, moi, mes débuts, c'est un peu différent parce que vu que j'étais étudiant, j'avais pas ces problématiques de, je dois gagner tant d'argent par mois pour Ouais, payer, bien sûr. et cetera. Pendant les 2 premières années, je vivais essentiellement sur mon prêt étudiant et sur, l'argent de mes stages, de mes alternances, et cetera. Du coup, c'était vraiment du revenu d'appoint, du bonus, quoi. Et du coup, au début, j'avoue que je me bradais pas mal, mais c'était vraiment par pure, méconnaissance, du marché. Ouais, Au début, j'ai commencé sans aucun réseau dans ce milieu-là et du coup, voilà, il y avait pas encore tous les podcasts, il y avait pas toutes les ressources qui existent aujourd'hui sur le freelancing. Donc, quand on te demande ton tarif, que tu as aucune idée vraiment de ce que tu vaux, ou en tout cas de ce que ton travail vaut, bah, tu proposes un peu n'importe quoi. Et surtout quand tu as pas la pression de gagner, tant d'argent, à la fin du mois. Alors là, les articles à 30 €, il y en a eu quelques-uns, tu vois? Et du coup, à l'heure, ça devait faire du 10 €, 20 € de l'heure, ce qui pour un salarié, 10 € de l'heure, c'est en dessous du SMIC, il me semble. Enfin, c'est pas loin du SMIC en tout cas. ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est pas le but, hein. Mais heureusement depuis, j'ai multiplié les tarifs par entre 3 et 5 facile. Mais du coup, au départ, j'étais pas vraiment slow. Mais en même temps, le concept n'existait pas trop et même le freelancing en lui-même, il y a 4 ans, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Heu, il y avait déjà beaucoup de freelance, mais ça avait pas la même, hype qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement. Mais voilà, c'était pas ça. Et par contre, quand je me suis lancé il y a 2 ans à temps plein, j'étais déjà un peu dans cet, esprit-là parce qu'en fait, il y a un truc tout con, c'est que moi, je suis incapable de bosser de manière, on va dire, de produire, tu vois? D'écrire, par exemple, ou de bosser une stratégie pendant plus de 5 heures par jour, grand maximum. Après, il y a au-delà de ça, tu vois? Tu as les appels, tu as les appels pro, appels pro, je veux dire appels clients, appels pro, appels réseau, et cetera. Tu as plein de choses comme ça, les mails et du coup, 5 heures grand max par jour, sans que ça baisse en qualité, tu vois? C'était le maximum et par contre, quand j'ai dû me forcer, c'est arrivé parfois, tu vois? Parfois, ça arrive encore, mais c'est très rare. Ça se voit, en fait. Je le vois sur les retours clients, je le vois sur, toutes les 15 minutes, je vais sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base, j'essaie vraiment de faire un deep work, quand je me mets sur un projet, pendant 1 heure, 2 heures, je coupe tout. Ouais, mais voilà, au-delà d'un certain nombre d'heures par jour de travail, ça va plus et tu vois, la productivité, tu la vois baisser en flèche, quoi. Donc Ouais, ça fait plus rien. tu connais tes limites. C'est C'est ça. c'est bon à savoir, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Du coup, un truc que tu abordé un peu au début, les premiers, enfin, tu l'as pas abordé comme ça, mais du coup, toi, tu essayes de faire venir tes clients à toi plutôt que d'aller prospecter par toutes les actions que tu mènes. Du coup, tes premiers clients, c'est comme ça que tu as réussi à les avoir ou est-ce que tu t'es inscrit sur des plateformes type Malte ou quoi? Parce que il me semble que tu as fait plusieurs posts, en tout cas sur Malte, si je Mmh. me souviens bien. C'est exact. Alors au départ, moi j'étais vraiment, freelance des plateformes, mais pas il y a plusieurs types de plateformes en fait. Tu as les plateformes de freelance généralistes, et même dans ces plateformes de freelance généralistes, tu as certaines qui sont plus premium que d'autres. Tu vois, entre Malte et 5 €, 5 €.com, c'est pas exactement la même chose, même si, je sais que voilà, tu peux être sur les 2. Au départ, moi, c'était crème de la crème parce qu'ils avaient un positionnement étudiant freelance.
Ouais. qui n'ont plus du tout aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était une aubaine pour moi, et c'est grâce à ça que je me suis lancé. Donc c'était vraiment 100% avec eux que je travaillais pendant presque un an. Après, ils ont commencé un peu à évoluer dans leur positionnement, mais heureusement, moi aussi. Au fur et à mesure, j'ai développé Malte. Malte, c'est compliqué parce que tu crées ton profil et après, tu attends. Donc, il y a pas de... tu peux pas postuler à des missions, c'est le client qui doit venir te chercher. Et quand tu n'as aucune mission, aucun avis, aucun commentaire, là, c'est compliqué d'attirer le chaland, Ouais. le client plutôt. Et du coup, donc j'avais Malte, j'avais Crème de la Crème. J'ai commencé à me rendre visible sur LinkedIn. Là, ça a commencé aussi à venir il y a 3 ans par LinkedIn. Et après, au fur et à mesure, donc j'ai mon site aussi qui a un peu plus de 2 ans maintenant, où j'ai commencé à rédiger pas mal d'articles de blog. J'ai lancé la newsletter. J'ai continué toujours à publier sur LinkedIn. Là, ça fait plusieurs années que je publie plusieurs fois par semaine, facile. D'autres réseaux sociaux aussi, mais au final, c'est vraiment 99% LinkedIn sur les réseaux sociaux qui payent. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est événements, donc participation à des événements. À l'époque, il y avait beaucoup d'événements physiques avant le Covid, c'était la belle époque. Là, ça va reprendre, mais en attendant, j'ai aussi fait quelques événements en ligne, mais c'est quand même pas pareil. Et là, de plus en plus, des événements en tant qu'intervenant, en tant que speaker, où là, du coup, forcément, l'impact n'est pas du tout le même. Mais voilà, j'accepte toujours, souvent les petites invitations qui font plaisir. Et voilà. Après, au fur et à mesure, il y a d'autres canaux qui sont développés. Donc, le réseau, quand même, ça a toujours été là, notamment réseau d'écoles de commerce, réseau même de DUT. Euh, Tous les gens que j'ai pu rencontrer au cours des dernières années, parfois, il y en a certains, de manière complètement insoupçonnée, qui me contactent, qui me disent: «Ah, j'ai vu ce que tu fais», alors que c'est des gens à qui j'ai pas parlé depuis des années. Et voilà, on était dans le même lycée, on était dans la même école, etc. Donc c'est intéressant de voir le réseau au sens large. Et puis même le bouche à oreille aussi, au départ, bah, forcément, tu en as très peu vu que personne n'a jamais vraiment bossé avec toi. Et là, j'en ai de plus en plus aussi ça grandit. Donc ça fait qu'au final, aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs sources. Je suis vraiment passé de 100% plateforme, crème de la crème et Malte, à, on va dire, j'avais fait pas un graphique, mais j'avais divisé ça, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, où en gros, alors je sais plus exactement combien, mais je dirais un dixième via du SEO de mon site, un dixième bouche à oreille, un dixième réseau, et après on a LinkedIn, Malte, euh, essentiellement. Et après, voilà, peut-être deux, trois d'autres trucs comme ça, mais assez diversifié quand même aujourd'hui. Ok. Ouais, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que comme tu l'as dit au début, c'était pas aussi diversifié que ça, mais maintenant ça l'est. Donc c'est Ouais. vrai que ça peut venir de partout. Ok, top. Bah, du coup, après, c'est vrai que je voulais développer un peu ça, ton blog, du coup. Euh, Est-ce que pour toi, quel est un bon rythme de publication d'articles de blog Alors à pour se l'époque, positionner, on va dire, ouais, en SEO, hein, j'imagine. yes, à l'époque, je t'aurais dit un article par semaine. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Aujourd'hui, je publie tous les 6 mois, donc c'est plus du tout un objectif. Ok. Mais j'ai des articles qui ont réussi à bien se positionner. En fait, il y a plein de critères à prendre en compte. Si tu veux, si ton site de base, il n'est pas très bien codé, que tu n'as pas le SEO technique de base, donc SEO technique qui n'a rien à voir avec les mots-clés, rien à voir avec les articles, etc. Ouais, ouais. Tu peux publier un article par jour pendant un an, tu n'auras aucun SEO. Mais une fois que tu as les prérequis vraiment techniques, là, effectivement, le nombre d'articles, le nombre de pages, ça commence à jouer. Et en fait, chaque article, tout comme chaque page d'ailleurs, a un potentiel SEO sur une requête. Et disons qu'aujourd'hui, en fonction du niveau de concurrence toujours de ton milieu, tu peux réussir à avoir des bonnes positions en faisant un article par mois. Mais par contre, il faut, quelle que soit la fréquence d'ailleurs, il faut faire des articles qui sont vraiment complets. Tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles qui s'appellent le guide complet, le guide ultime, la checklist suprême, ce que tu veux. Et c'est ça qui marche, tu vois, c'est des articles de 2000, 3000, voire même plus mots, euh, qui surpassent la concurrence en mots, en mots-clés, en qualité. Et c'est ça aujourd'hui qui permet de ranker parce que Google a déjà mis les articles les plus longs, les plus qualitatifs en premier. Donc si tu veux les dépasser, il faut faire plus long. Et après, en fait, en fonction de ton budget, de ton temps et tout le reste, d'ailleurs, de ton énergie, de ton inspiration, si tu es sur un milieu concurrentiel, il vaut mieux en faire plusieurs par semaine des articles.
Parce que, encore une fois, chaque article a un potentiel SEO en tant que tel et vient améliorer le potentiel SEO de l'ensemble du site. Parce qu'au final, un site, c'est pas qu'un ensemble de pages et d'articles, c'est une entité. Et du coup, plus tu as de contenu, plus tu améliores le score SEO en fait, de ton site au global. Après, tu as tout l'aspect lien, tu vois, les liens internes, les liens externes Tout à fait. qui viennent enrichir tout ça. Mais voilà, après, aujourd'hui, pour moi, les articles, il ne faut pas que ce soit une stratégie en tant que telle, coupée du reste. Il faut que ce soit lié à d'autres choses. Par exemple, c'est bien de faire des articles, mais il faut aussi les diffuser correctement, donc soit avec du paid, soit avec des ads, soit avec, avec une newsletter, avec les réseaux sociaux, etc. Mais faire juste un blog et publier juste sur ce blog, ça sert malheureusement plus à grand-chose aujourd'hui. C'est bien d'avoir une petite convergence et d'utiliser différents canaux pour mettre en avant un contenu de qualité sur lequel tu as bossé, quoi. Tu vois, pareil pour YouTube. YouTube, tu as un algorithme, tu as tout ça, donc tu peux vraiment bosser YouTube. Mais c'est bien aussi si tu as d'autres canaux pour mettre en avant tes vidéos et tu vois, pour un peu générer du trafic par plein de moyens. Ouais, bien sûr, c'est toute une synergie, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord, c'est super Mhm. intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, effectivement, toi, tu te concentres essentiellement sur LinkedIn au niveau des réseaux sociaux. Ouais, clairement. Bah, je publie aussi beaucoup sur Twitter, mais c'est pas très professionnel. Enfin, parfois un peu, mais c'est plus perso. Instagram, c'est un mélange, voilà, il y a un peu de tout. Hem, Après, j'ai un compte Instagram pour le podcast aussi. Ok. Hem et sinon LinkedIn, en fait, LinkedIn aujourd'hui, même si tu as un sujet qui est pas hyper pro, ça peut te servir quand même, tu vois? Parce que même quand je parle du podcast qui est vraiment écologie sur LinkedIn, j'ai quand même beaucoup d'auditeurs qui viennent par là. Donc c'est quand même intéressant de pas seulement se dire, que c'est, professionnel, et que ça s'arrête là, quoi. C'est un réseau qui est hyper puissant. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressants, qui sont bien intentionnés aussi. Heu, Pas tous, mais beaucoup. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur LinkedIn. Clairement, c'est là où il faut être. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je publie aussi depuis quelques temps sur LinkedIn. Et c'est vrai que des fois, t'as des posts qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de milliers de vues, alors que pourtant, par rapport à un autre, il n'y a pas forcément grand-chose qui change ou quoi. Donc c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, justement, par rapport à ça, toi, tu es juste vraiment dans la création de contenu ou tu es vraiment présent sur la plateforme, genre à aller commenter un peu les posts des autres, à vraiment être actif sur la plateforme en tant que tel. Bah, c'est vrai les coachs LinkedIn, aiment bien donner ça comme recommandation de pas seulement créer du contenu, mais aussi d'aller interagir sur le contenu des autres et cetera. C'est vrai, mais je pense qu'il faut pas se forcer non plus. Moi, je scrolle parfois, plusieurs fois par jour LinkedIn. Quand je vois un post vraiment intéressant, je le commente, soit parce que, je suis pas d'accord, du coup je donne mon opinion, soit, un encouragement, parce que c'est un beau projet, parce que c'est une personne que j'apprécie ou autre. Après voilà, s'il y a un co si j'ai un truc à dire, je le dis en commentaire, mais je vais pas me forcer, je vais pas me dire: «Tiens aujourd'hui, il faut que j'aille commenter 5 publications», voilà. Mais, après oui, c'est vrai que ça rend visible, parce que quand tu commentes une publication, ça te rend visible sur cette publication, donc auprès du réseau de la personne et de toutes les personnes qui ont réagi et cetera. Après, ça reste minime par rapport à tes propres posts. Ouais, bien Heu, sûr, complètement. mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire, en commentaire. Puis c'est un réseau social, donc au final, c'est bien d'interagir avec les autres aussi et de pas juste rester dans son coin, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, par rapport à cette stratégie LinkedIn, toi, tu as un truc vraiment établi où justement tu disais que tu publiais plusieurs fois par semaine. Est-ce que justement tu as un rythme régulier avec des thématiques précises, etc. Ou c'est vraiment, bon, bah, voilà, tu te dis, faut que je fasse à peu près tant de posts par semaine, mais c'est un peu, pas à la va-vite, mais tu vois, un peu plus décontracté et voilà, c'est sur l'inspiration du moment. En fait, je me base vraiment sur, enfin, à la base, c'est vraiment spontané. C'est vraiment, si ça tenait qu'à moi, je pourrais faire plusieurs posts par jour. Le truc, c'est que, bah, déjà, j'ai pas toujours le temps. J'ai les idées, en fait, c'est ça le truc. J'ai toujours, plusieurs choses à dire. Après déjà, bah, j'ai pas le temps de faire des posts bien léchés, bien fignolés,
plusieurs fois par jour. En plus, bah, c'est pas forcément recommandé au niveau de l'algorithme parce qu'ensuite, tu as un effet de cannibalisation Ouais, où si totalement. tu publies un post le matin, les gens réagissent, tu en publies un autre l'après-midi, soit il va mieux marcher que le premier, et du coup, le premier va être un peu noyé, soit il va moins bien marcher, mais du coup, il va vite sombrer dans les abysses de LinkedIn. Par contre, j'essaie de publier maximum une fois par jour. Et j'ai en fait une liste dans mon téléphone, enfin sur mon appli Notes, donc sur mon ordi aussi. Mais j'ai une liste de sujets. C'est vraiment quelques mots, quoi. C'est vraiment un thème. Je sais ce que je veux dire, parce que je sais ce à quoi j'ai pensé quand j'ai eu cette idée-là. Et du coup, après, bah, quand je me dis, bon, j'ai pas encore publié aujourd'hui, on approche d'une bonne heure, par exemple midi ou 17h. Je prends un sujet, je vois celui qui m'inspire le plus, je fais mon petit post, je publie. Parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. Après aujourd'hui, c'est relatif parce que ça marche moins bien au niveau des réactions et cetera qu'avant. Aujourd'hui, quand tu as quelques dizaines de réactions et commentaires, tu peux déjà estimer que c'est un petit succès. Alors qu'il y a encore, 1 an de ça, le succès pour moi, c'était à partir d'une centaine de réactions, mais c'est de plus en plus difficile en fait d'atteindre ces chiffres-là. Ce qu'il faut voir, c'est surtout le retour. Les messages que tu reçois, les commentaires, heu, tout ça, les demandes d'ajout et cetera. Mais voilà, pas de planning. Ça, je le fais pour mes clients, mais moi, je reste, flexible là-dessus. Ok. Je reste spontané et au final c'est un truc, qui m'avait marqué, c'est que parfois, plus un post est préparé, moins il marche parce qu'au final, ce sera moins naturel, moins spontané, ça fera plus, post préparé, commercial et cetera. Alors que le post que tu écris dans le train en 10 minutes, sur ton téléphone, celui-là, c'est parfois celui qui marche le mieux et ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois? Donc au final, faut essayer de se prendre la tête le moins possible là-dessus, et de dire ce qu'on a à dire, d'y mettre les formes dans une certaine mesure, puisqu'y mettre trop les formes dans le sens où, à la base, tu avais un message, mais tu l'habilles trop de manière corpo, trop informelle et cetera, ça perd un peu de son sens et enfin, Ouais. pas forcément de son sens, mais en tout cas de son intérêt. Donc voilà, parfois, c'est bien de casser un peu les codes et tu vois que les posts qui marchent bien aujourd'hui, c'est des posts un peu décalés, un peu, rentre dedans, un peu coup de gueule. Ouais, Après, effectivement, ça marche de mieux en mieux. Bah, c'est ça. j'ai Grégoire Gambato, j'imagine que tu connais de nom sur Ouais, LinkedIn. je suis pas hyper fan, mais c'est un de ceux qui réussissent. Il a son truc. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je suis pas hyper fan, c'est que soit tu l'adores et tu fais partie de ces milliers d'abonnés, Ouais, soit tu le supportes pas et tu fais partie de ceux qui le bloquent. Mais bon. Et du coup, il y a plein de gens comme ça et il y en a certains que j'adore, d'autres que je bloque parce que j'ai pas envie de les voir, tous les jours, popper parce que d'autres réactions, d'autres personnes de mon réseau ont liké et cetera. Mais bon, aujourd'hui sur LinkedIn, il y a tout et c'est ça qui est bien, tu vois? C'est que tu peux vraiment choisir, ton réseau et tes entre guillemets, «tes créateurs de contenu», même si c'est un bien grand mot. Aujourd'hui, n'importe qui peut être, créateur de contenu. Mais, mais ouais, effectivement, il faut trouver son truc à soi et raconter des trucs, qu'on a envie de raconter et souvent, bah, les gens qui sont intéressés, ils vont se rassembler autour de nous, quoi. ouais, complètement, complètement. Pour finir, ou du moins pour la fin de cette interview, tu disais que tu avais d'autres projets que justement ce statut de freelance et ton activité de freelance. C'est quoi tes futurs projets du coup? Alors, il y en avait plusieurs avant, il y a quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais en fait, là, je vais clôturer enfin, je pense qu'au moment où ça sort, ce sera peut-être déjà fait, mais je vais clôturer le podcast, je vais clôturer la newsletter, comme ça me fera un peu plus d'esprit, enfin de temps de cerveau disponible, pour peut-être faire autre chose, cet été à la rentrée. J'aurais peut-être développé de nouvelles offres, différentes de juste faire de la strat et de la production de contenu. Hem, donc je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra. Pas forcément de la formation en ligne, comme on voit partout. J'avais déjà essayé vite fait, ça n'avait pas trop marché. Mais peut-être quelque chose plus tourné autour du coaching, de l'accompagnement individuel. OK. Donc ça peut être intéressant et l'enseignement aussi, auprès d'écoles, d'organismes comme ça peut le faire aussi, je pense. J'attendais que ce soit fini, les histoires de distanciel, de masques et cetera, parce que ça m'intéressait pas trop d'enseigner dans ces conditions-là. Mais quand tout sera revenu à peu près à la normale, je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment m'intéresser
Et après, il y a aussi des projets plus entrepreneuriaux, mais ça, ça c'est... Au final, plus le temps passe et moins ça se rapproche, j'ai l'impression. Plus ça s'éloigne, parce que j'en ai de moins en moins envie, en fait. D'accord. J'ai l'impression que ce sera plus des contraintes qu'autre chose, quoi. Et que j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui, que ça marche bien comme ça. Donc voilà, à suivre. Si... Peut-être que le podcast reviendra sous une autre forme, peut-être que la newsletter reviendra sous une autre forme. Ouais, beaucoup de choses possibles. En tout cas, aujourd'hui, j'ai testé tous les formats de contenu. Podcast, vidéo, écrit, blog, newsletter, tout ça. Donc voilà, maintenant je sais ce qui marche pour moi, je sais comment ça marche, tout simplement. Donc on va voir ce que j'en ferai par la suite, quoi. Et au-delà de voir ce qui a marché justement pour toi, qu'est-ce que toi tu préfères faire justement? Vaste question. Écrire, ça reste quand même mon job en général, et c'est un truc que j'aime bien faire quand même. Euh, Après, le format podcast, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. J'ai d'assez bons retours là-dessus, donc je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Euh, la vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu trop éloigné de là d'où je viens, dans mes appétences, dans mes compétences. Donc, je pense que c'est intéressant, mais voilà, c'est pas ma priorité. Euh, mais voilà, je pense que je resterai dans l'écrit ou dans l'audio. Je pense que Ok. c'est très vaste, mais c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est sûr. Et une dernière question, parce que du coup, je me reconnais vachement dans ce que tu disais dans ton parcours. Moi, j'ai fait un DUT Tech Deco, après j'ai fait une licence, et là, on va dire que je suis dans une école digitale. Ouais. Mais en gros, en soi, comme toi, moi, j'étais plutôt, justement, je savais pas trop quoi faire. C'est pour ça que j'étais en DUT Tech Deco, qui est assez généraliste. Euh, Est-ce que tu as toujours eu l'envie, justement, d'enseigner, ou est-ce que ça t'est venu, justement, avec cette passion d'avoir trouvé ta voie un peu dans le digital? Non, à la base, pas du tout. À la base, ça m'intéressait pas du tout. C'est vraiment venu là il y a non, peut-être un an ou deux. Euh, Notamment, bah, en fait, en école de commerce, en DUT, tu as des intervenants qui sont des pros euh, et qui sont pas des vrais profs à part entière, mais qui viennent enseigner, et ça se passe souvent bien. Tu vois, il y a un bon contact avec les élèves, les étudiants. Euh, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de proches, des freelances, des entrepreneurs qui enseignaient à temps partiel de temps en temps, quoi. Un petit module sur 3 mois, pas tous les ans, voilà, juste vraiment de manière occasionnelle. Et ils ont tous de très bons retours d'expérience. Et puis je me dis que ça pourrait être intéressant, tu vois, pour rester connecté, par exemple, euh, j'allais dire à la jeunesse, c'est un bien grand mot, mais tu vois, pour rester connecté un peu aux étudiants d'aujourd'hui, parce que c'est important de rester à jour là-dessus. Bon, moi, ça, j'aurais pas trop d'écart non plus avec les étudiants. Je pense que là, le choc, il se fait plus quand tu as 20 ans d'écart. Mais il y a ce niveau-là. Il y a aussi le fait que bah, ça te permet de rencontrer plein de gens dans le corps professoral, tu vois, dans les autres profs, les autres intervenants, les personnes de l'école, tout simplement. Euh, et puis, enfin, tu sais, tu as le fameux dicton qui te dit que t'as jamais aussi bien compris un concept, une idée, une compétence que quand tu l'enseignes. Ouais, Quand tu c'est vrai. l'enseignes, il faut que tu la comprennes suffisamment pour que tu puisses vraiment l'expliquer de manière simple, donner des exemples, répondre à des questions, etc. Donc je pense que ça me permettrait aussi de monter en compétences en préparant les cours et en donnant cours, tout simplement. Euh, et voilà, peut-être que j'aimerais pas du tout l'expérience, hein, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça vaut le coup d'être testé. Euh, bon, ça paye moins bien que le freelancing souvent, ou que le coaching ou d'autres choses comme ça. Mais au-delà de ça, je pense que ça peut quand même être une bonne expérience à plein de niveaux, quoi. Donc à suivre dans votre école. Si vous regardez ça, parlez-en au professeur. Top. Bah écoute, ouais, moi je suis d'accord avec ça. C'est vrai que à la base j'étais pas du tout pour. Enfin, je me suis dit s'il y a un métier que je ferai jamais, c'est vraiment ça. Et au final, en me dirigeant de plus en plus vers la voie qui me plaît, en fait, je me suis dit en fait je kifferais transmettre justement. Et comme tu dis, j'aime bien la notion, enfin le dicton qui dit que justement tu n'es jamais, tu n'arrives jamais à connaître vraiment le domaine tant que tu l'as pas enseigné. Et ça, je suis plutôt d'accord parce que comme tu le dis, bah, justement, faut savoir expliquer les choses simplement. Donc c'est vraiment un truc qui me botte aussi dès que limite l'année prochaine dès que j'ai fini mon master, j'aimerais aller en école pour enseigner quoi. Ça se fait, hein. Ça fait un peu bizarre, je pense, mais je pense que ça se tente. Ouais ouais c'est clair. Bah j'en connais qui l'ont fait. Bon après ça dure pas forcément dans le temps, mais il y en a Oui. qui le font. Ouais.
Ouais, je pourrais. Ok. Bah, du coup, écoute, pour finir, est-ce que tu peux nous donner peut-être tous tes liens sur lesquels te suivre ou des choses? De toute façon, je mettrai ça pour la vidéo YouTube, je mettrai ça en description. Sur Yes. Instagram, je ferai une story, je pense, pour faire la promo du truc. Donc, vas-y, Top. libre recours. Bah écoute, globalement, là où on a le plus d'infos, c'est sur mon site brichefarts.com. Après, je suis, comme tout le monde l'a compris, assez actif sur LinkedIn. Donc pareil, Brichefarts. Le podcast, c'est le Point Résistance écologique, sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? J'ai une chaîne YouTube où voilà, j'ai rien mis depuis très longtemps, donc il y a quand même des bons conseils sur le freelancing, je pense. À l'époque, j'avais fait surtout sur ces sujets-là, donc je pense qu'il y a peut-être 2-3 trucs qui sont pas totalement inintéressants. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. La newsletter, vu que je vais l'arrêter, ça sert pas à grand-chose d'en parler, mais en tout cas, ça fait 2 ans que je la fais, ça s'appelle Ralentissons. Et peut-être que ça reviendra par la suite, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais plus en envoyer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ok, super, top. Bah, écoute, merci à toi. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, pour tes questions intéressantes. Non, bah, c'était vraiment cool. Bonne soirée à Nickel. toi. Allez, salut. Salut.